Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis pédiatre. J'ai une activité de neuropédiatrie au centre hospitalier de la Côte Basque et au CAMS de Bayonne. Je suis donc un médecin qui m'intéresse au neurodéveloppement des enfants. Et en ce sens, le SAF impactant sur le développement de l'enfant fait partie des troubles du neurodéveloppement dont on s'occupe. Alors, j'ai un peu modifié, oui voilà, j'avais un petit peu modifié le titre parce qu'en travaillant le topo, je me suis dit que finalement, il était peut-être plus intéressant de voir quelle était la place du neuropédiatre dans le parcours de ces patients. On voit que déjà les patientes ont un parcours important et rencontrent beaucoup de monde. Donc là, l'idée était de savoir comment on accède au neuropédiatre et à quoi sert le neuropédiatre. J'ai repris juste puisqu'on m'a demandé de faire quelques diapos sur ce qu'était le SAF et le TCAF, j'ai repris en fait tout simplement la fiche mémo de l'HAS qui décrit donc les troubles causés par l'alcoolisation fœtale qui regroupe en fait l'ensemble des manifestations qui peuvent survenir chez un individu dont la mère a consommé de l'alcool pendant la grossesse et ce à n'importe quel moment et à n'importe quelle quantité. L'atteinte cérébrale en faisant toute la gravité. Et donc, c'est là où on verra après quelques dossiers cliniques. C'est un continuum qui peut aller de la forme la plus caractéristique et la plus sévère, qui est donc le SAF, le syndrome d'alcoolisme fœtal. On verra ce que c'est. Et les formes beaucoup plus incomplètes et qui nous posent un gros souci en termes de diagnostic, puisque c'est un enfant qui va venir en consultation parce qu'il a un trouble des apprentissages. Et c'est extrêmement fréquent parce qu'il va avoir un trouble de l'attention, un trouble de la mémoire. Et c'est là où effectivement l'interrogatoire, et on l'a vu tout à l'heure avec la patiente experte, sur poser la question à la maman en consultation est absolument capital. On en parlera tout à l'heure. Donc l'incidence du SAF en France sur les chiffres donnés par l'HAS, c'est 1,3 pour 1000 naissances vivantes en France. Et pour l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisme fœtal, donc dans les pays occidentaux, c'est 9 pour 1000. Pour vous donner un petit peu un comparatif, l'autisme actuellement en France, les troubles du spectre de l'autisme, c'est une grossesse sur 100. L'exposition prénatale à l'alcool, c'est un facteur de risque d'anomalie à tous les stades donc de la grossesse et essentiellement au début. Les 6 premières semaines sont une période extrêmement à risque puisqu'il y a énormément d'organes qui vont se développer à ce moment-là et le plus souvent, la femme et donc la jeune femme ne sait pas qu'elle est enceinte. Donc l'essentiel des malformations va concerner un certain nombre d'organes qu'on va voir et toujours ce cerveau qui va être extrêmement vulnérable et lui pas seulement en début de grossesse comme on peut l'avoir dans certaines infections mais également tout au long de la grossesse. Alors dans le syndrome d'alcoolisme fœtal, certains enfants vont avoir, on va dire, des traits morphologiques. Moi, j'aime pas parler de dysmorphie, parce que je trouve ça très difficile pour des parents de s'entendre dire que leur enfant est dysmorphique. On a tous des traits morphologiques différents qui nous différencient, bien évidemment. Et quand on fait de la neuropédiatrie, un peu de génétique, il y a certains syndromes où on va dire que certains traits morphologiques sont récurrents et nous aident à évoquer un diagnostic. Donc on aura ici 3 choses principalement, les fentes palpébrales qui sont étroites et courtes, ce qui fait qu'on a une impression comme ça d'hypertellurisme avec une racine du nez très large. On peut avoir un nez court avec des narines un petit peu antéversées, surtout une absence de sillon nasolabial, et là il y a toute une classification avec un degré de gravité, c'est-à-dire que le petit repli qu'on a tous, nous, entre le nez et la lèvre supérieure, peut être complètement effacé. Donc, ça se voit très bien sur le visage de profil en fait, avec ce qu'on appelle un philtrum un petit peu bombant et une lèvre supérieure ici très fine. Et à ceci va se rajouter parfois une microcéphalie ou une périmètre crânien un peu à la limite inférieure de la normale, c'est-à-dire à moins 2 ds, la microcéphalie étant définie par un périmètre crânien à moins 3 ds ou moins. Les autres signes du SAF, je vous ai dit, finalement, c'est une maladie multisystémique. Le cerveau en étant l'organe le plus fragile, mais ça touche énormément d'organes. Les troubles visuels et auditifs sont extrêmement fréquents et en neuropédiatrie, on est très sensible à ça parce qu'on ne rajoute pas un handicap à un autre handicap et les troubles neurosensoriels chez un enfant sont catastrophiques si on ne les prend pas en charge et viennent se rajouter à d'autres formes de handicap. Les malformations cérébrales, cérébelleuses, l'hippocampe aussi qui est touché. L'hippocampe, c'est notre mémoire. La microcéphalie, on en a parlé.
Les cardiopathies qui sont également très présentes sous différentes modalités, hein, il n'y a pas de cardiopathie forcément très précise, des anomalies osseuses, des anomalies urogénitales et très souvent un retard de croissance qui a commencé en anténatal en fait avec un retard de croissance intra-utérin, des bébés qui naissent petits et qui resteront auprès des enfants petits, voire très petits. Voilà, j'ai été trop vite. Excusez-moi, je voudrais revenir en arrière. Voilà, merci. Donc une fois qu'on peut avoir effectivement un SAF, c'est-à-dire que c'est un patient qui a les symptômes physiques et malformatifs dont je vous ai parlé, pas tous bien évidemment en même temps, mais un certain nombre. Et on peut avoir aussi, cet enfant peut avoir également des atteintes neurologiques et neuropsychologiques dont on va parler, ou il ne peut avoir parfois que les troubles neurologiques et que les atteintes neurologiques en fait. Et c'est là où c'est difficile parce que si on attend le faciès typique en consultation pour faire le diagnostic, la plupart du temps on ne l'aura pas. Donc c'est là où il faut systématiquement poser la question. Et moi en consultation de neuropédiatrie, quand je vois un enfant pour un trouble du neurodéveloppement, ce qui est l'essentiel de ma consultation, je pose systématiquement la question effectivement de, pendant la grossesse, les infections, les prises de médicaments, les prises de toxiques, quels qu'ils soient, en détaillant, hein, puisque je me souviens avoir eu une fois une maman, lorsque je travaillais en Bretagne, à qui j'avais posé la question, et j'étais persuadée que c'était un SAF, et pour autant elle maintenait le fait qu'elle n'avait pas bu d'alcool. Et donc j'ai reposé la question en précisant plus les choses, en lui disant... Oui, d'accord, mais est-ce qu'il vous arrive de boire, par exemple, à chaque repas, un verre de vin, tout simplement, ou une bière? Et elle m'avait répondu, ah ben oui, docteur, mais ça, je bois comme tout le monde, c'est normal, il faut bien boire quand on mange. Donc pour elle, ça, ce n'était pas de l'alcoolisme, et ce n'était pas de l'alcool, et ce n'était pas un problème. Donc c'est vrai que souvent, je pose la question en précisant la petite coupe de champagne à la soirée... du 31, etc., etc. Il faut préciser parce que souvent, la simple question de est-ce que vous avez pris de l'alcool, la réponse très souvent est non, parce que prendre de l'alcool, c'est être alcoolique. Et pour la plupart des patients, ils ne se vivent pas comme alcooliques. Et surtout les femmes, donc elles ne l'en diront pas. Il y a aussi par rapport à cette question, un élément qu'il faut avoir, c'est que quand je suis en consultation avec cet enfant, il est accompagné de sa maman, bien évidemment le plus souvent, et du papa. Et la maman, parfois, ne pourra pas répondre à la question favorablement parce qu'elle est en présence de son enfant, dont elle sait qu'elle vient consulter parce qu'il ne va pas bien et que quelque part, elle sait peut-être pourquoi. Et elle est en présence aussi de son conjoint, qui ne sait peut-être pas qu'elle boit. Et donc, effectivement, elle ne pourra pas répondre à la question. Donc, je lui laisse l'opportunité, en lui laissant toujours le téléphone et le mail auquel elle peut me joindre, de pouvoir secondairement revenir vers moi. Il y a pu y avoir des mamans qui m'ont appelé secondairement en me disant « Docteur, je ne pouvais pas vous le dire, mais effectivement, j'ai bu de l'alcool pendant la grossesse. » Alors, les troubles neurologiques, il y en a de plusieurs ordres. Alors, j'ai vraiment résumé, hein, non pas que ce soit grossier, mais si on rentre dans vraiment la neuropsychologie, les troubles neuropsychologiques, bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, moi, ce que je retrouve en consultation et qui ressort au premier abord, ce sont les troubles de l'attention et de l'impulsivité, qui sont parfois associés ou séparément, les troubles de la mémoire de façon majeure et les troubles du raisonnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un raisonnement concret qui va se répercuter bien évidemment dans l'apprentissage des mathématiques, mais pas que, dans la vie au quotidien. Les troubles du langage, les troubles du calcul, sur le plan moteur, l'hyperactivité, les troubles de la coordination. Bien évidemment, la déficience intellectuelle, en sachant qu'elle peut ne pas exister, mais qu'on peut avoir tous les autres troubles qui font que, de toute façon, et je vais vous en montrer des exemples tout à l'heure, on est en échec scolaire alors qu'on a un quotient intellectuel correct. Et les troubles du comportement et surtout les troubles de l'adaptation des conduites sociales, je trouve que ça, c'est vraiment le point le plus difficile pour ces patients. Surtout quand ils deviennent adolescents et quand ils deviennent adultes, parce qu'ils n'ont pas d'accès à l'implicite, à la métaphore, et quand vous êtes en société, si vous ne comprenez pas le second degré, vous échappez à beaucoup de choses. Et vous n'avez pas le comportement adapté.
Alors plutôt que de vous faire un cours théorique, je préfère parler toujours des patients que je vois et en ce sens, je souhaite remercier vraiment très sincèrement l'association Vivre avec le SAF qui m'adresse régulièrement des patients depuis quelques années, patients clairement que je ne voyais pas du tout avant. Et donc j'ai choisi de vous parler de quelques-uns de ces patients parce que je trouve qu'ils sont extrêmement représentatifs et ça vaut tous les topos du monde. Donc ce garçon, 12 ans, je l'ai connu à 12 ans, donc vous allez voir que tous ces enfants, finalement, ils sont déjà très grands quand ils accèdent à un neuropédiatre, ce qui est assez catastrophique. Et ils ont déjà un parcours, notamment scolaire, extrêmement difficile. Donc j'ai l'impression d'arriver vraiment après la bataille. Et en plus d'être grands, ils n'ont pas de confirmation de diagnostic de SAF. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent à ma consultation. Alors vous allez me dire, s'ils sont adressés par l'association Vivre avec le SAF, c'est que quand même ça a été évoqué quelque part, certes, mais il n'y a pas eu de confirmation médicale et c'est souvent une demande des parents qui, à force de lire et de rechercher des éléments pour essayer de comprendre les troubles, notamment scolaires de leur enfant ou les troubles de comportement, finissent presque par eux-mêmes par faire le diagnostic, ce qui est assez catastrophique. Alors, cet enfant a été adopté en Russie, donc vous allez voir aussi que je vais vous présenter plusieurs cas d'enfants qui ont été adoptés. D'emblée, le contexte d'éthylisme pendant la grossesse a été évoqué aux parents lors de l'adoption, et d'emblée la notion d'une cardiopathie. C'est un enfant qui initialement, a priori, aurait présenté des difficultés alimentaires initiales, comme souvent. Il a eu une marche acquise vers 19 mois, un petit peu tard, mais rien de dramatique. Les premiers mots vers 24 mois, un petit peu tard également. Il a des troubles visuels et des troubles auditifs, dont une autoplastie, c'est-à-dire une chirurgie effectivement des tympans qu'il a eu de façon bilatérale. Et quand je fais connaissance avec lui, en fait, il a déjà un suivi psychologique et pédopsychiatrique, ce qui est très bien parce qu'il est décrit comme ayant un trouble des conduites sociales et il pose vraiment problème à l'école à cause de ça. Quand je le vois, en fait, cliniquement, il a un tableau clinique typique de SAF avec effectivement toutes les particularités que j'ai pu décrire tout à l'heure. Là, je suis passée trop vite. Donc, je propose un bilan neuropsychologique chez cet enfant, puisque le motif de la consultation, c'est 1, la confirmation du SAF, et 2, c'est les difficultés scolaires avec un enfant qui commence à être en bout de course et qui risque d'être en fait tout simplement éjecté de l'école où il est. Ce bilan confirme en fait des compétences cognitives normales, c'est-à-dire qu'en fait il a un quotient intellectuel normal, mais le bilan neuropsycho ne fait pas qu'une psychométrie, recherche également les troubles associés, et il a un trouble attentionnel majeur, et ce qu'on constate, c'est qu'il a un trouble anxieux extrêmement important et un trouble du lien de l'attachement. On propose bien sûr d'intensifier le suivi psychothérapeutique avec la notion de ce SAF et de ce qui va avec. Je propose de faire le lien avec le médecin scolaire. Les médecins scolaires sont des professionnels précieux dans nos circuits qui font le lien avec les écoles et avec les psychologues scolaires, bien évidemment. Et vu la situation, ça me semble primordial. Il y a une question de changement de collège et d'internat qui est à la fois demandée par l'enfant lui-même, qui est en rupture quasiment aussi avec sa famille, qui est en grande difficulté, qui est en cours. Et donc je propose un entretien avec l'assistante sociale parce que je sens une famille en grande souffrance et je fais une demande de prise en charge à 100% et un dossier auprès de la MDPH pour une reconnaissance de handicap parce que c'est un handicap, chose qui n'avait pas été faite jusque-là. Donc, dans cette situation, on constate que c'est un enfant qui n'a pas de déficience intellectuelle, qui a des troubles attentionnels majeurs, ok, mais de là à en arriver à une déscolarisation, il y a bien d'autres choses qui se rajoutent. C'est essentiellement un trouble des conduites sociales, avec un impact scolaire et social et scolaire et familial majeur, un trouble de l'attachement, un trouble anxieux qui est très important, une reconnaissance tardive du SAF, on aurait pu faire les choses autrement et plus tôt, une souffrance familiale majeure. Moi, quand je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression d'être au bout du bout de leur situation et donc beaucoup de difficultés à prendre en charge. Une famille qui à la fois est très en difficulté avec ce diagnostic, mais qui en même temps me demande de faire une reconnaissance de handicap, qui a besoin de passer par là. Et je propose aussi, bien sûr, un soutien psychologique à toute la famille. Et la situation actuellement est en cours. Pour la deuxième situation, c'est une jeune fille. Ah non, c'est un garçon.
qui a 11 ans, que je vois en consultation la première fois. Voilà. Désolée. Que je vois en consultation la première fois à 11 ans. En fait, il est adopté. À l'âge de 6 mois, il est né sous X en France, avec là aussi une notion d'éthylisme reconnue. Il est né avec un retard de croissance majeur, une microcéphalie à moins de 4 DS, donc vraiment un retard extrêmement sévère, et il a des éléments morphologiques classiques du SAF. Il a marché un petit peu tard. Il a aussi des troubles visuels, et quand je le vois à l'âge de 6 ans, il avait déjà eu en fait une WISC 5, c'est-à-dire une évaluation psychométrique en CP, qui ne retrouvait pas de déficience intellectuelle, mais une hyperactivité, une impulsivité, un trouble attentionnel majeur pour lequel avait été proposée une orientation scolaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a un suivi à un hôpital de jour pédopsychiatrique. Il est totalement déscolarisé depuis l'âge de 9 ans. Alors, pas franchement déscolarisé puisqu'il est scolarisé avec le CNED à domicile et avec sa maman qui a arrêté de travailler, mais il n'a plus aucun contact avec aucun enfant de son âge. Du fait de ses difficultés comportementales, c'est un enfant qui est en opposition globale avec l'école et qui est complètement déscolarisé et exclu. Il y a eu une tentative de traitement par méthylphénidate, qui est un psychostimulant pour les troubles attentionnels et l'hyperactivité. La maman dit que ça n'a servi à rien. Et il a déjà une reconnaissance de handicap, en sachant que la maman est en grande difficulté financière. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de lui. Elle a demandé une revalorisation de l'AEH, qui n'a pas été accordée par la MDPH. On verra aussi que ça, c'est un problème. Suite à la première consultation, alors je repère plusieurs problèmes. D'abord, un trouble de l'oralité majeur chez cet enfant. Il a 11 ans, il mange toujours mixé. Il n'arrive pas à manger, ça n'a jamais été pris en charge. Donc, une prise en charge orthophonique spécialisée. Je propose de refaire un bilan neuropsycho parce qu'on est à 5 ans du précédent qui confirme à peu près les résultats du premier. Et je propose aussi un bilan endocrinopédiatrique parce qu'une consultation de neuropédiatrie, c'est avant tout une consultation avec un pédiatre qui regarde l'enfant dans sa globalité. Et un enfant, c'est le développement psychomoteur, mais c'est aussi la croissance et la puberté. Et donc je propose un bilan endocrinien pour m'assurer qu'il n'a pas de déficience en hormones de croissance ou autre trouble, tellement il est petit. Finalement, on s'est orienté vers une orientation CESAD-ITEP, alors pas structure ITEP, mais CESAD, avec une scolarisation adaptée auquel les parents ont enfin accédé et qui finalement a permis un peu de débloquer la situation et de remettre cet enfant en contact avec d'autres enfants et de le rescolariser. J'avais demandé une revalorisation de l'AEH également, et l'équipe de l'hôpital de jour dans lequel il était avait prescrit un autre médicament, qui est un inhibiteur de la récapture présynaptique de la noradrénaline, l'atomoxétine, qu'on peut prescrire aussi dans les TDAH extrêmement sévères et qui a nettement amélioré son comportement. Donc probablement que si, sur le plan médicamenteux, on l'avait pris en charge plus tôt et plus précocement et de façon plus adaptée, on n'en serait peut-être pas arrivé à une déscolarisation aussi. Donc cet enfant, encore une fois, n'a pas de déficience intellectuelle, a un trouble des conduites d'adaptation sociale qui est majeur, une déscolarisation, une reconnaissance de son SAF extrêmement tardive, un trouble de l'oralité, un retard de croissance qui n'est pas pris en charge, une absence de reconnaissance sur le plan social insuffisante de son handicap et donc du retentissement familial, notamment chez sa maman, des traitements qui n'ont pas été adaptés. Et à mon sens, les parents ont refusé le traitement par hormone de croissance qui leur a été proposé, même s'il n'avait pas de déficit, mais il est très petit. Sa très petite taille, je trouve qu'est un frein social majeur à son intégration avec d'autres enfants. Et là, pour le coup, les parents, à mon sens, ne le prennent pas suffisamment en compte. Troisième situation. C'est une jeune fille que je connais à 14 ans et demi. Donc là, vous voyez aussi très grande. Elle a été adoptée avec 20 mois en Russie. On a une notion d'éthylisme pendant la grossesse. Elle a une particularité qui est une fusion des deux os de l'avant-bras qu'on voit de façon pathognomonique dans le SAF. Elle a un parcours scolaire qui a été adapté très précocement avec des orientations scolaires, CLIS qui est l'ancienne Ulysse École, Ulysse Collège, etc. Des grosses difficultés en mathématiques et finalement un suivi en CMPP qui ne s'est mis en place qu'à l'âge de 7 ans. Comme vous voyez, tous ces enfants-là, finalement, les premières années de leur vie, ils ne voient pas de professionnels pour s'occuper des troubles qu'ils présentent. Oula. Je prévois
Voilà, merci. Elle a un retard staturo-pondéral, elle a une microcéphalie, elle a des éléments morphologiques un peu particuliers qui m'interpellent, qui fait que je vais compléter le bilan génétique parce que l'idée d'une consultation de neuropédiatrie, c'est aussi de se poser la question de diagnostic différentiel. Donc suite à la première consultation, j'ai fait une demande d'ALD, j'ai complété le dossier auprès de la MDPH qui était ouvert, j'ai proposé un bilan neuropsychologique. J'ai fait aussi un bilan morphologique avec une IRM cérébrale normale et une échographie cardiaque qui retrouve une petite malformation qui n'est pas très inquiétante. Lorsqu'on fait le bilan neuropsychologique, elle aussi, elle a un niveau proche de la moyenne, mais elle a le tableau typique, syndrome dysexécutif, trouble attentionnel, trouble de la mémoire, trouble du raisonnement, tout ce qu'on retrouve très typiquement dans ce profil neuropsychologique de ces enfants. Elle a surtout une difficulté de compréhension du double sens et des métaphores et elle a en fait une problématique de manque de confiance et d'absence d'estime personnelle qui est absolument majeure. Elle passe son temps à essayer de faire plaisir à sa maman et ne pense pas à elle et à ses attentes personnelles. Donc je propose un suivi psychologique qui me semble le minimum dans cette situation, une prise en charge en orthophonie logico-mathématique qui est une prise en charge orthophonique très particulière. Dans son suivi, là c'est la dernière consultation à 16 ans et demi, finalement elle s'oriente vers un CAP en alternance pour devenir soigneur de chevaux. Sauf que les difficultés, les troubles des adaptations sociales qui je trouve se majorent à l'adolescence, là deviennent prégnantes au point qu'elle est en rupture relationnelle avec son AVS, avec l'école, le collège où elle est et avec sa famille et que ça commence à devenir extrêmement difficile au point que la formation envisagée sera peut-être remise en cause. Elle a été en internat la dernière année au collège avec une grande difficulté à s'autogérer au quotidien dans les tâches quotidiennes, ce qui est assez classique aussi chez ces patients-là. Et 2 ans après que je l'ai rencontrée, elle n'a toujours pas de prise en charge orthophonique parce que la maman, là où elle habite, n'a pas trouvé d'orthophoniste disponible pour la prendre en charge. Et donc je pense qu'elle n'aura jamais d'orthophonie. Alors, on va peut-être avancer. Voilà, donc elle aussi, un diagnostic tardif, un bilan morphologique qui n'avait pas été fait, des prises en charge rééducatives, soutien psychologique qui n'a jamais été mis en place, et une aggravation des conduites donc à l'adolescence. Dernier petit patient que j'ai revu hier, lui c'est un enfant qui m'a été adressé à l'âge de 9 ans par un cardiologue pédiatre avec qui j'ai l'habitude de travailler pour les troubles du neurodéveloppement et je lui demande de chercher des malformations cardiaques qui peuvent moi m'orienter en termes de diagnostic. Donc là c'est un très bon dépistage par un cardiologue pédiatre qui est juste averti des troubles du neurodéveloppement des enfants. C'est un enfant en fait qui est né au décours d'un déni de grossesse avec une maman qui était sous antidépresseur avec un contexte d'éthylisme connu, un gros retard de croissance intra-utérin, une petite prématurité, un syndrome de sevrage néonatal qui a nécessité une hospitalisation de cet enfant en néonate. Une difficulté relationnelle très précoce avec la maman, un enfant finalement qui a été confié à la garde du papa, à la séparation des parents, alors qu'il avait 6 mois, et une maman qu'il ne voit quasiment pas parce qu'elle est à l'autre bout de la France. Voilà. Donc c'est un enfant qui a eu un développement psychomoteur, je dirais moyen, avec surtout un retard de langage et qui a aussi des problèmes ophtalmologiques. La particularité de cet enfant, donc quand je le vois, c'est qu'il a des difficultés scolaires, il a des problèmes d'attention. Le papa a d'emblée spontanément mis en place un suivi pédopsychiatrique parce qu'il ne sait plus comment gérer la situation avec la rupture avec la maman et un suivi orthophonique pour le retard de langage. C'est un enfant qui est probablement un TCAF plutôt qu'un SAF et j'ai proposé une IRM pour compléter le bilan morphologique qui est normal et un bilan neuropsychologique que je lui ai rendu hier. Donc il a un niveau limite inférieur, mais dans la normale, et donc effectivement une impulsivité, mais sans trouble attentionnel, des difficultés en logico-mathématiques importantes, une dyslexie, une dysorthographie et des troubles visio-spatiaux. Donc j'ai proposé par rapport à ces troubles-là et ce bilan neuropsycho, un bilan orthophonique logico-mathématique, un bilan orthoptique neurovisuel, bien évidemment la poursuite avec son pédopsychiatre avec qui j'ai fait le lien et avec l'orthophoniste. Un contact avec le médecin scolaire pour mettre en place une équipe éducative avec l'enseignante qui a toujours senti que cet enfant était différent, avait des difficultés, mais ne savait pas pourquoi et ne savait donc comment pas adapter les apprentissages.
une reconnaissance de handicap avec une ALD et un dossier auprès de la MDPH. Et quand j'ai annoncé ça, l'enfant s'est totalement effondré, me disant qu'il n'était pas handicapé. Et donc on a passé une bonne partie de la consultation à discuter de ce qu'était le handicap. Je vais passer ce cas. Je voulais conclure avec 4 réflexions que j'ai avec cette petite expérience de suivi que j'ai de ces enfants, sachant que je ne suis absolument pas experte, mais finalement des situations qu'on retrouve dans un certain nombre de troubles du neurodéveloppement. D'abord, bien sûr, la problématique de la reconnaissance. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Vous avez vu que ces enfants, je les vois tard, ils ont un trouble du neurodéveloppement précoce, parce que si on cherche bien, ils avaient plein de choses quand ils étaient petits qui n'ont jamais été prises en charge. Ils ont tous des difficultés scolaires alors même qu'ils n'ont pas forcément de déficience intellectuelle, et donc effectivement la prise en charge rééducative et les aménagements scolaires ne sont pas forcément adaptés. Lorsqu'il y a une prise en charge, si elle n'est pas orientée par le diagnostic SAF, EDCAF, donc on ne tient pas compte des spécificités de ces enfants et donc on les prend en charge de façon générale mais pas forcément ciblée et on ne les aide pas toujours. Pour les enfants adoptés, le problème c'est de mettre toujours au premier plan les troubles de l'attachement en disant il ne va pas bien parce qu'il a été adopté, il a des troubles de l'attachement. Or non, je suis désolée, c'est pas forcément toujours le cas. Et ils ont surtout avant tout un SAF ou un EDCAF avant d'avoir un trouble de l'attachement. Il y a ça a pour conséquence une errance médicale absolument phénoménale, puisque là je vous ai très rapidement décrit ces cas cliniques, mais en fait ces parents ont vu énormément de professionnels du fait des difficultés de leur enfant. Et donc l'idée de faire un diagnostic, comme toujours, c'est faciliter la prise en charge. D'abord, les parents, ça les arrête. Ils ont enfin un diagnostic, ils comprennent pourquoi il y a un problème chez leur enfant. Deuxièmement, pour l'enfant, il comprend pourquoi il a des difficultés à l'école. C'est ce que j'ai fait hier avec ce petit garçon, avec les résultats du bilan neuropsychologique. C'est qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans son cerveau, pour lesquels il n'est en rien responsable, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider son cerveau à mieux fonctionner pour qu'à l'école, ça aille mieux. Pour les professionnels, c'est adapter les prises en charge, parce qu'un orthophoniste, un psychomotricien, un ergothérapeute saura d'autant mieux comment mettre en place un projet thérapeutique s'il en connaît les objectifs et donc les difficultés de l'enfant spécifiquement. Pour l'école, c'est les aménagements les plus adaptés possibles et surtout, sur le plan social, adapter également les demandes. Le deuxième problème, c'est je passe. C'est qu'une fois que... Alors, on va aller aux deux. Pour faire un diagnostic, il faut des moyens diagnostiques et donc il faut pouvoir accéder à des professionnels qui connaissent le problème. Là, en l'occurrence, le SAF et l'EDCAF, mais c'est aussi le cas pour d'autres troubles neuropsychologiques. Donc il y a le problème de l'orientation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on leur dise ça serait bien peut-être de voir un neuropédiatre. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il faut trouver le neuropédiatre. Parmi les patients dont je viens de vous parler, il y a des enfants qui viennent de Gironde ou à plus de 200 km. Moi, je connais des collègues neuropédiatres dans ces coins-là. Je ne vois pas pourquoi je vois ces enfants-là, mais si je les vois, c'est qu'ils n'ont pas trouvé une bonne orientation auprès des professionnels qui suivent déjà ces enfants. C'est compliqué pour moi parce que quand vous ne connaissez pas le réseau local où habite l'enfant, de proximité, c'est très difficile d'aider ces enfants et ces familles pour les orienter vers des bons professionnels. Donc c'est pour moi très compliqué de voir des enfants qui habitent à plus de 200 km. Donc voilà, il y a aussi, alors la place du neuropédiatre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que toujours se poser la question du diagnostic différentiel, parce qu'on a le droit d'avoir une maladie et une deuxième maladie, où on peut être étiqueté SAF ou EDCAF et finalement ne pas en être un, et puis faire un bilan morphologique général, pédiatrique, endocrinien. Le bilan neuropsychologique, là je voudrais plaider pour les bilans neuropsychologiques, on en a absolument besoin en neuropédiatrie pour définir un profil clinique qui nous aide très souvent au diagnostic. On parlait tout à l'heure des enfants victimes de violences conjugales. Maintenant, on peut porter des diagnostics et il m'arrive de porter des diagnostics de troubles du neurodéveloppement liés à effectivement des violences intraconjugales avec des enfants qui ont un profil bien particulier et ça permet pour ces enfants qui sont parfois en ITEP de savoir au moins pourquoi ils sont là et de les prendre en charge correctement. Lorsqu'on fait une restitution de bilan neuropsychologique, moi je le fais de façon pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a un regard croisé entre le neuropédiatre, le neuropsychologue, l'orthophoniste, le psychomotricien, enfin tous les professionnels qui suivent l'enfant s'ils veulent venir. Ça permet d'avoir un regard croisé
en présence de l'enfant et de la famille, et ça me semble indispensable qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on dit. Ça aide au diagnostic de SAF et de CAF parce que vous l'avez vu rapidement, mais il y a quand même un profil neuropsychologique qui se détache chez ces enfants, qui est assez spécifique et qui est assez récurrent, donc qui peut aider également. Ça permet de faire aussi le diagnostic de déficience intellectuelle et aussi de tous les troubles associés. Encore une fois, un bilan neuropsychologique, c'est pas juste un chiffre avec un QI. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les troubles associés. Vous avez vu tous ces dossiers-là. Tous ces enfants ont un niveau intellectuel normal et pour autant, ils sont tous en échec scolaire, voire totalement exclus du système scolaire. Et ça aide à la prise en charge, bien évidemment, et à l'orientation scolaire, où je fais un lien avec les médecins scolaires, ce qui me semble absolument évident et très important, et c'est très aidant pour les enseignants. Le troisième problème, c'est celui de la prise en charge, parce que quand on fait un diagnostic, après, il faut essayer de soigner. Et pour ça, il faut des professionnels. Donc, les orthophonistes, elles sont maintenant sous l'eau depuis les recommandations pour la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme avec 4 séances d'orthophonie par semaine. Donc, accéder à une orthophoniste maintenant, c'est devenu l'enfer. Ça peut être un an d'attente facilement. Et quand en plus on demande de faire de l'orthophonie logico-mathématique, ce que ne font pas toutes les orthophonistes, là c'est encore plus difficile. Et pour autant, chez ces enfants-là, c'est de ça dont ils ont besoin, parce que finalement, au niveau langagier, ils se débrouillent assez bien. Les prises en charge médicamenteuses précoces, pour ça, il faut un bon diagnostic avec un bilan neuropsychologique, savoir si effectivement on propose un psychostimulant à une posologie adaptée qui sera bien tolérée et qui quand même peut être d'une grande aide et permettre parfois de réintégrer des enfants à l'école qui étaient déscolarisés. Et bien sûr, toute la problématique des places disponibles dans les différentes structures médico-sociales, scolaires adaptées, etc. Avec, par exemple, ici sur la Côte Basque, avoir une place en IME, actuellement, c'est 4 ans d'attente. Le dernier problème, c'est celui de la reconnaissance du handicap, parce que faire un diagnostic de trouble neurodéveloppemental, ça conduit forcément à une reconnaissance de handicap. Et ça, c'est un volet qui est absolument capital. Donc, vous avez vu que la plupart de ces enfants n'avaient pas de dossier auprès de la MDPH, alors qu'ils avaient déjà un parcours scolaire extrêmement chaotique. C'est aussi le retentissement sur la famille. Quand un enfant a 2 séances d'orthophonie par semaine, une séance de psychomotricité, un suivi psychologique et parfois un suivi en ergothérapie et un suivi en orthopsie neurovisuelle, vous voyez que ça commence à faire et que pour ça, eh ben, il faut que ou papa ou maman soient disponibles et donc travaillent moins. Et pour ça, il faut avoir une compensation financière parce qu'il faut bien vivre et payer le prêt à la fin du mois. C'est aussi une reconnaissance concernant le retentissement scolaire, l'échec scolaire, la déscolarisation et pouvoir anticiper et aménager la scolarisation de ces enfants le plus tôt possible pour qu'on n'arrive pas en bout de course avec ces enfants qui sont déscolarisés. Il faut aussi prendre du temps pour convaincre les parents qui parfois veulent maintenir à tout prix un enfant dans un milieu ordinaire où, à mon sens, il n'a rien à faire, et où il va être en grande difficulté, en échec, il va perdre l'estime de lui-même, et une fois qu'un enfant a perdu l'estime de lui-même, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Pour moi, l'handicap majeur dans cette pathologie-là, c'est le trouble des conduites des adaptations sociales. Clairement, quand on les voit évoluer et arriver à l'adolescence, ils s'installent là-dedans, et c'est ce qui va leur poser un problème majeur à l'adolescence et à l'âge adulte. Et donc tout ça nécessite aussi un diagnostic précis, on en revient. Donc pour terminer, une diapositive que j'utilise beaucoup quand je fais un cours sur le handicap aux étudiants. Si on veut bien me passer la dernière diapositive, voilà, c'est celle-ci. La déficience, c'est l'aspect lésionnel du handicap, c'est-à-dire on pose un diagnostic, je fais un accident vasculaire cérébral, je fais une IRM, je vois qu'il y a une lésion et j'ai le diagnostic de mon problème. La déficience, elle entraîne une incapacité. Ça, c'est l'aspect fonctionnel du handicap et c'est sur ça qu'interviennent tous les rééducateurs. Quand des rééducateurs, il y a beaucoup d'enfants que je vois, moi, très tardivement, qui ont des prises en charge rééducatives depuis des années, de la psychomotricité, de l'orthophonie, de l'ergothérapie, qui ont été mises en place, je ne sais pas trop comment, sans jamais se poser la question du diagnostic étiologique. Moi, je ne sais pas comment on peut travailler là quand on n'a pas une petite idée de ce qui se passe là. Et lorsqu'on a ces incapacités, on va avoir un impact scolaire, social et familial. Ça, c'est l'aspect situationnel du handicap et c'est là où intervient la prise en charge sociale. Donc, il me semble très important de se donner les moyens, quel que soit le trouble du neurodéveloppement, le SAF bien évidemment compris,
d'accéder à un diagnostic étiologique. J'espère vous avoir convaincu que lorsqu'on cible le diagnostic, on cible la pathologie, le profil neuropsychologique de ces enfants. On peut encore mieux cibler la prise en charge quand on parle des problématiques médico-économiques, ça me semble très important, hein, c'est-à-dire que faire de l'orthophonie pendant 10 ans sans savoir effectivement, il peut y avoir un diagnostic orthophonique pur, mais parfois c'est des troubles associés, et je trouve que c'est embêtant de ne pas se poser cette question-là et de ne pas permettre à ces enfants d'accéder à un moment donné à un diagnostic. On fait beaucoup de diagnostics de plus en plus grâce à la génétique, et ça permet vraiment, vraiment d'orienter les choses. Voilà, je vous remercie. Merci Leïla pour cette présentation extrêmement claire. Alors là, on est dans la prise en charge de l'enfant et des conséquences de l'alcool. C'est assez rare d'avoir une présentation comme ça aussi précise par un neuropédiatre. Effectivement, le problème du diagnostic, c'est énorme. On voit bien dans la présentation, dans les présentations qui vont suivre, que le diagnostic posé est très très tardif. Est-ce que depuis 10 ans, depuis 15 ans, vous voyez quand même une évolution et vous voyez arriver par le biais du CAMS et par la prise en charge, le repérage plus précoce des enfants TCAF plus tôt? Et j'imagine qu'à ce moment-là, il y a un pronostic qui est quand même nettement meilleur. Alors, je vous dirais que moi, personnellement, non. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'actuellement, finalement, je fais beaucoup plus facilement le diagnostic d'une maladie génétique rarissime où il y aura peut-être un cas pour 1 million. Ouais. C'est très facile maintenant de voir un enfant, de demander un exome et d'avoir un diagnostic d'une maladie rarissime. Alors que finalement, ces troubles-là sont difficilement repérés. Moi, finalement, je vois, alors je pense que c'est un biais complètement un biais de sélection de mes patients, hein, et ceux qu'on m'adresse, hein, mais je ne vois pas de petits. Alors, je vois des petits, je travaille au CAMS, donc je vois beaucoup d'enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement et qui sont très petits. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont un SAF vrai, effectivement, ils sont plus faciles à diagnostiquer, mais je pense que l'essentiel, ce sont les autres, hein, qui n'ont pas la dysmorphie évidente. Et le problème, c'est que là, la notion d'éthylisme pendant la grossesse est majeure. Voilà. Et que si on ne l'a pas, c'est vraiment très compliqué de faire un lien, et que peut-être ça m'éviterait de faire des bilans qui coûtent extrêmement cher si j'avais juste cette notion, et que ça me permettait d'arrêter là, en sachant qu'il faut toujours avoir la notion du diagnostic différentiel. Mais je trouve que finalement, je vous ai parlé de l'essentiel des patients que j'ai. Ce sont des enfants qui sont des adolescents, qui sont grands et qui me sont adressés par des associations de familles, déjà un peu repérées finalement, mais qui ne viennent pas spontanément en consultation. Ce que je peux dire, c'est que ce qui a évolué ces dernières années, c'est que les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement nous sont un peu plus adressés par les professionnels finalement, qu'on travaille beaucoup plus aussi avec les structures médico-sociales. Et que enfin tous ces enfants qui sont dans des IME, on se pose la question à un moment donné qu'ils aient, selon les recommandations, un avis neuropédiatrique. Donc ça a beaucoup évolué et c'est très positif. On travaille de mieux en mieux avec le pédopsychiatre et ça me semble essentiel. Mais par contre, effectivement, sur cette problématique-là, et probablement parce que pour une maman, c'est aussi un peu compliqué de venir en consultation en connaissance de cause, parce que clairement, elle le sait, hein, qu'il y a eu cet alcoolisme pendant la grossesse et que potentiellement, si son enfant finalement est en échec scolaire, c'est peut-être à cause de ça. C'est une démarche qui est très difficile, ou en tout cas, si elle le fait, elle dira difficilement qu'elle a bu de l'alcool. Ouais. C'est très paradoxal, mais je trouve que, enfin moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais de la neuropédiatrie. Quand j'ai travaillé 14 ans en Bretagne, on était très sensibilisés à ça, très très sensibilisés, et pour autant, eh ben, c'est des patients, je me demande où ils sont. Merci. Il y aura une question, Leïla. Je crois. On va prendre les questions dans la salle. Merci. C'est plus un complément de réponse. Je suis le docteur Rocan-Wagner du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. Je ferai la conclusion de la journée, mais j'apporte un petit plus en termes de suivi, et je comptais bien en parler. On est en train de monter le réseau de suivi des enfants, des nouveau-nés vulnérables en Nouvelle-Aquitaine, qui n'existe pas actuellement, qui existe dans d'autres régions. On est en train de le développer
Bon, c'est pas pour demain, je vous le cache pas, ça prend un peu de temps puisqu'il faut des sous, mais effectivement, tous ces patients à troubles du neurodéveloppement rentreront complètement dans ce suivi dédié et on espère pouvoir améliorer le repérage et donc la prise en charge précoce de tous ces enfants. Encore faut-il qu'on les ait repérés en amont et ça, on travaille aussi là-dessus. Merci. Oui, merci beaucoup, docteur Lazzaro. Effectivement, je vous ai déjà envoyé plusieurs enfants, c'est moi. Vous nous êtes absolument vous êtes en or pour nous, parce que je dois dire que dans toute la région de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes la seule neuropédiatre pour qui j'ai la certitude que je peux envoyer les parents donc vers vous, parce que je sais que vous connaissez. Les parents qui ont des enfants, vous l'avez dit, il y a eu une errance diagnostique terrible, et quand les parents arrivent chez nous, ils ne veulent plus aller encore chez un autre médecin qui risque de ne pas connaître, chez un psychologue qui va leur parler des troubles de l'attachement, chez un neuropédiatre qui va revenir, ah oui, même peut-être madame, vous avez ceci, cela. Bon, donc ils ne veulent aller que chez des spécialistes maintenant dont ils vont être sûrs qu'ils auront une oreille attentive. Et vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, cette oreille attentive, j'aimerais bien avoir, là je le dis solennellement devant cette magnifique salle, j'aimerais avoir d'autres oreilles attentives pour nos familles, que ce soit en neuropédiatrie, en psychologie, en pédopsychiatrie. Donc vraiment, intéressez-vous à ça. Posez-vous la question quand vous avez des enfants qui ont des problèmes bizarres, multiples, et si c'était l'alcool. Parce que vraiment, vous avez un magnifique centre ressources, alcool et grossesse, et pour le suivi des enfants grands, eh bien, il y a encore très peu de choses. Donc je suis ravie d'entendre qu'il va y avoir déjà un centre de suivi des bébés vulnérables. Effectivement, en Occitanie, il y en a un et ça marche magnifiquement bien. C'est la base, c'est la pierre de base, c'est les fondations, mais ce n'est pas suffisant, je vais le dire tout à l'heure, il faut vraiment s'occuper de toute la chaîne. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas Madame Metilski, elle va intervenir tout à l'heure. C'est la présidente de Vivre avec le SAF. Oui. Merci Leïla. Merci beaucoup pour cette présentation. Ah, il y avait une autre question. Oui, pardon. Je vous remercie beaucoup. Enfin, on a tous envie de